Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des hommes et des femmes, de leurs relations, mais aussi peut-être surtout de leurs différences. Pourquoi en parler ? Eh bien, je vous avoue que c'est un sujet d'intérêt universel, peut-être le plus universel que je connaisse. Dès que je commence un exposé sur pareil sujet, je vois s'allumer dans les yeux des garçons et des filles des lueurs d'intérêt qu'ils n'ont pas pour tous les autres cours. Récemment, une jeune fille de ma famille a laissé traîner sous mes yeux un petit magazine qui s'appelle Bravo Girl. Eh bien, ce magazine ne contenait pratiquement, outre les conseils beauté, que des articles consacrés à la découverte de l'autre sexe. Et c'était « Pourquoi les garçons ne s'éclatent-ils qu'entre eux ? Comment faire craquer son mec ? Comment fonctionnent les boys ? Etc. etc. » Dans un registre, si vous voulez, plus élevé, on peut citer l'écrivain Conrad qui dit « C'est très difficile d'être une femme, puisque cela consiste, pour l'essentiel, à avoir affaire aux hommes. » C'est dire si la tâche est considérable. Et pourtant, que les hommes et les femmes s'entendent, que les hommes et les femmes se connaissent, cela touche tout de même à l'avenir du couple et par là à l'avenir du monde. Or, cette question est aujourd'hui entourée de beaucoup d'ambiguïtés. Je pense, en termes d'ambiguïté, par exemple à l'évolution du mouvement féministe. Vous vous souvenez certainement de la grande révolution féministe de Simone de Beauvoir, affirmant que les deux sexes sont rigoureusement égaux au départ. On ne naît pas femme, disait-elle, on le devient. Ainsi donc, hommes et femmes étaient rigoureusement identiques. Et c'est ce que pensait, par exemple, à cette époque, Évelyne Sulraud. Et puis, on voit Évelyne Sulraud, 20 ans plus tard, écrire, apparemment sans voir la contradiction, sur l'identité féminine. Elle a changé de conviction. Mais le parcours le plus singulier est sans doute celui de Madame Badinter, qui écrit un jour un livre fracassant intitulé « L'un et l'autre », autrement dit, l'homme et la femme sont rigoureusement identiques, et qui, peu de temps après, publie un autre livre tout aussi fracassant, intitulé « XY, l'identité masculine ». Voilà qu'il n'y avait pas d'identité, maintenant on retrouve une identité masculine. Et je ne parlerai pas de Jacques Lacan, qui, avec son sens de l'humour, déclarait purement et simplement « il n'y a pas de relation sexuelle ». Cette boutade signifie évidemment que dans la sexualité, l'homme et la femme cherchent des choses tellement différentes que c'est à peine si l'on peut parler de relation. Lacan ajoutait que heureusement il y avait l'amour pour arranger tout cela, mais qu'il tenait du miracle. Alors voilà, je pense que ni au plan de l'intérêt, ni au plan de nos perspectives de vie en société, il n'est inutile d'apprendre, d'essayer d'apprendre à se connaître mieux entre hommes et femmes. D'où venons-nous ? Mais nous venons d'une situation où les rôles de l'homme et de la femme étaient tout à fait stéréotypés et où on ne connaissait pratiquement de l'autre sexe, que ces stéréotypes. Je devrais peut-être d'abord dire un mot d'un fameux débat portant sur les caractéristiques masculines et féminines. C'est le fameux débat de l'inné et de l'acquis, ou si vous voulez, de ce qui est héréditaire et de ce que nous recevons de l'environnement. Exemple type, les enfants de Jean-Sébastien Bach auraient-ils été d'aussi bons musiciens si leur père n'avait pas joué de la musique toute la journée ? Alors les tenants de l'inné vous diront « Ah mais il y a un chromosome de la musique », les tenants de l'acquis vous diront « Non, c'est évidemment l'environnement musical qui leur a donné ce talent ». Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille trancher pour l'inné ou pour l'acquis. Je pense qu'il y a des facteurs de terrain. Tenez par exemple, chez l'homme et chez la femme, les hormones prédominantes sont différentes. C'est un facteur de terrain. Mais il y a aussi une énorme influence de l'environnement, et il est clair que si
on ne renforçait pas la violence du petit garçon, ou que si l'on ne condamnait pas la violence de la petite fille, eh bien le comportement de l'un et de l'autre par rapport à la violence serait différent de ce qu'il est communément aujourd'hui. Ignorance et stéréotype, vous disais-je, ignorance qui peut donner lieu, par exemple, à des fantasmes délirants. Je pense à un livre qui s'appelle « La première fois » et qui prétend décrire la première fois, le premier rapport sexuel bien sûr, à travers l'histoire et à travers le monde. Dans le chapitre consacré au XXe siècle, Dominique Grisoni expose les fantasmes de l'homme à propos de la défloration d'une jeune fille vierge donc, et nous dit des choses aussi extraordinaires que ceci. Par exemple, la Vierge fascine l'homme parce qu'elle ignore encore qu'après avoir été majestueux et puissant, le sexe masculin se fait tout petit et impuissant. Ou encore, dans la défloration, la femme est hors jeu, c'est un tête-à-tête entre l'homme et la nature. Et il ajoute un tête-à-tête primordial. Si effectivement c'est cela la défloration, on comprend que nombre d'adolescents la redoutent. Dans un autre style, à propos des rôles stéréotypés de l'homme et de la femme, Philippe Simoneau a écrit un livre fort intéressant. Vous savez que, dans toutes les cultures pratiquement, l'homme se voit imparti les besognes du dehors et la femme les besognes du dedans. Et Philippe Simoneau nous rappelle que Xénophon, IVe siècle avant Jésus-Christ, dans son livre d'économie, nous dit déjà que les dieux ont pourvu de toute éternité à ce que l'homme travaille au dehors et la femme au dedans. Mais ce qui est assez remarquable, c'est l'explication qui en est donnée. Vous savez que tous les hommes ont dans leur inconscient l'idée que la sexualité féminine est insatiable. Vous savez aussi que la semence de l'homme n'est pas inépuisable. Par conséquent, nous dit Simoneau, quand l'homme maintient la femme à l'intérieur de la maison et que lui va au dehors, il épargne sa semence. Et figurez-vous qu'en grec, le mot semence, sperme, et le mot capital sont le même. Par conséquent, on pourrait dire que l'homme qui maintient la femme à la maison épargne d'une certaine façon son capital, et nous voilà en train de régir les rapports entre les sexes au nom de ce qu'on pourrait appeler l'économie politique. Rendez-vous compte. Nous sommes loin de la relation amoureuse ou de la relation simplement harmonieuse où chaque sexe écoute l'autre. Et pour vous dire jusqu'où on peut aller dans la formalisation d'une psychologie différentielle, laissez-moi vous dire en un mot la théorie de l'angle poplité. L'angle poplité, c'est l'angle que forme le haut de la jambe avec le bas de la jambe lorsque celle-ci est étendue. Or, il se fait que l'angle poplité chez le garçon est plus petit que chez la fille. D'où il s'ensuit que le garçon est plus tonique que la fille. D'où il s'ensuit que le garçon marche avant la fille. D'où il s'ensuit que le garçon, à l'école, structure mieux l'espace. D'où il s'ensuit qu'il réussira mieux en géométrie. D'où il s'ensuit qu'il deviendra plus tard ingénieur et que cela vaut beaucoup mieux que de voir une fille le devenir. Qu'est-ce qu'une telle théorie nous a expliqué ? Je ne sais pas. À quoi peut-elle servir ? Je le sais encore moins. Par rapport à cette méconnaissance, je voudrais vous faire état de ce que j'appellerais quelques découvertes récentes qui permettent d'augurer qu'à l'avenir, l'homme et la femme pourraient redécouvrir l'un grâce à l'autre et inversement toutes les richesses qu'ils possèdent et par conséquent mieux les partager. Je pense d'abord à ce beau livre de Françoise-Edmonde Morin qui s'appelle « La rouge différence ». La rouge différence entre l'homme et la femme, je suppose que vous le devinez, ce sont les règles. Alors remarquons d'abord que les règles sont tabous. Une femme, une mère, qui se donne comme modèle de femme à son fils, sera une femme complète, mais jamais avec les règles. La femme que l'enfant voit dans sa mère, c'est tout de la femme,
moins les règles. D'autre part, quand les femmes ont voulu entrer dans le monde du travail, un monde fait, fabriqué par les hommes, elles ont été priées de faire comme si elles n'avaient pas de règles. Et pour obtenir un salaire, pour avoir un métier, elles ont accepté d'une certaine manière. Les femmes ont été complices de cette espèce d'obnubilation des règles, et qu'est-ce qui en a résulté? Une perte énorme. Une perte qui concerne les rythmes biologiques. Vous savez combien les rythmes biologiques sont dans notre existence décisifs. Pensez aux problèmes que vivent ceux qui passent d'un fuseau horaire à un autre 3 fois par semaine. Eh bien, il y a dans les règles un rythme biologique qui est comme une espèce de sagesse du corps de la femme. Et ce rythme, François-Edmond de Morin le décrit très bien comme celui d'une vague qui monte, qui culmine, et puis qui redescend et s'étale sur la plage. Ça, ce serait le rythme menstruel de la femme. Et ce rythme a, je le répète, une sagesse qu'il conviendrait d'écouter. Ce rythme nous dit peut-être, par exemple, qu'il faudrait quelques jours par mois ou quelques moments par mois prêter attention à notre corps, l'écouter. Le faisons-nous? Je ne le pense pas. Et nous y sommes poussés, notamment, parce que nous voulons annuler ce rythme-là au profit du rythme tellement simple, le rythme binaire des machines. Autre découverte, admirable véritablement, celle du développement moral de la fille par Carol Gilligan. Si vous lisez les grands auteurs classiques en psychologie, vous découvrez que le garçon a un développement moral, par exemple, en 7 degrés, et que la fille n'arrive jamais qu'au 5e degré. Que s'est-il passé? Mais il s'est passé que l'on a étudié le développement moral du garçon, et qu'ensuite on a demandé à la fille, non pas quel était son développement moral à elle, mais ce qu'elle était capable de faire sur l'échelle du garçon. Gilligan nous dit, mais non, il doit y avoir un développement moral du garçon et un développement moral de la fille. Et elle a pu montrer que, quel que soit le nombre de degrés de l'échelle, le garçon peut arriver au sommet comme la fille. Et elle illustre cela dans un petit exemple extrêmement intéressant. Si on prend un groupe de garçons et un groupe de filles et qu'on leur demande de juger le cas que je vais vous raconter, on a une solution tout à fait différente. Donc ce cas est le suivant. Un homme, Karl, a sa femme gravement malade, il a besoin d'un médicament très cher, il n'a pas d'argent, il supplie le pharmacien ne veut pas le lui donner, Karl alors vole le médicament pour sauver sa femme. Question aux deux groupes, garçons et filles, comment jugez-vous? Les garçons vont vous dire, grand principe, il est évident que la vie humaine prime sur la propriété privée. Cependant, raisonnement déductif, si l'on nous autorise à voler quand cela vous arrange, alors la vie en société n'est plus possible. Donc il faut condamner Karl à une peine de principe. Les filles. Mais ce n'est pas Karl le plus coupable, c'est le pharmacien. Donc il faut essayer de trouver une solution qui arrange tout le monde. Et les filles vont vous proposer, par exemple, d'envoyer Karl travailler chez le pharmacien jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. On pourrait encore parler, au plan de ces découvertes, au plan de ces pistes de réflexion qui s'amorcent, on pourrait encore parler de la différence dans l'approche de la sexualité. Mon maître François Deuyckars, à l'université de Liège, disait « Le problème pour le garçon, c'est d'aimer la fille qu'il désire, et le problème pour la fille, c'est de désirer le garçon qu'elle aime. » Et l'on sait que la sexualité de l'homme s'accroche d'abord à un détail pour ensuite s'intéresser à toute la personne, tandis que pour la femme, il s'agit d'abord de la totalité de la personne pour aller ensuite vers les détails. Voilà des découvertes, voilà des différences qui sont en même temps des richesses que nous sommes en train de commencer à apprendre à connaître. Mais je pense que c'est un véritable chantier de réflexion qui s'ouvre et qu'il ne faut pas l'abandonner si vite. Cette évolution n'est cependant pas sans ambivalence, notamment autour du thème de l'identité.
Autrefois, il y avait une identité masculine fermement affirmée, et la femme, si je puis dire familièrement, n'avait qu'à se débrouiller pour se situer par rapport à cette identité. Aujourd'hui, les femmes ont pris la parole, les femmes disent qui elles sont, et par conséquent, se cherchent leur identité. Mais du même coup, l'identité de l'homme a cessé d'être le pilier fixe pour se mettre elle-même à osciller et à bouger, et par conséquent, nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont les uns et les autres à la recherche de leur identité. Le problème est qu'il y a un risque que cette recherche d'identité, parce qu'elle se fait dans un certain désarroi, ne se fasse l'un contre l'autre, ce qui serait évidemment tout le contraire de l'évolution souhaitable. Autre ambiguïté au niveau des rôles, n'est-ce pas ? On a dit, c'en est fini des rôles sociaux, les femmes peuvent occuper tous les postes jusque-là réservés aux hommes, et les hommes peuvent, quand ils le veulent, s'occuper de leurs enfants. Eh bien, je vous fais remarquer qu'on ne peut pas se passer de rôle. Et si vous suivez les développements des années récentes, vous le verrez. À partir du moment où on a dit la femme n'est plus la femme au foyer ou l'ouvrière à l'usine, on a vu surgir la superwoman. Mais aujourd'hui, on écrit des livres pour dire nous ne voulons pas être des superwomen. Quant aux hommes, eh bien, eux aussi, on leur a trouvé de nouveaux rôles. Par exemple, le rôle du papa poule. Et c'est tellement vrai que je connais des hommes qui, aujourd'hui, se culpabilisent de ne pas sentir en eux cette espèce de fibre poule, si je puis m'exprimer ainsi, de ne pas se réjouir le plus possible de faire chauffer des biberons et d'emmailloter des bébés. Je pourrais encore ajouter, mais ce serait l'objet de toute une émission, que le dialogue entre les sexes aujourd'hui est parfois si difficile qu'il favorise beaucoup de comportements régressifs. Beaucoup de couples, au lieu de vivre sur le plan du dialogue, de face à face dans la différence, préfèrent avoir des relations calquées sur des relations plus infantiles, relations de domination par exemple, ou relations de fusion. Je voudrais vous proposer maintenant quelques idées, quelques pistes pour qu'une meilleure rencontre entre hommes et femmes soit possible avec tout le bénéfice que nous pouvons en escompter. La première de ces pistes, ce serait de considérer le couple comme un espace de liberté. J'appellerais cela volontiers le degré zéro de l'amour. Et le degré zéro de l'amour, c'est tout simplement de ne pas empêcher l'autre d'être ce qu'il est, ou positivement de lui permettre d'être ce qu'il est. Dans la vie, nous jouons tout le temps des rôles. Je suis en train de jouer un rôle devant vous, et probablement, vous, dans votre maison, êtes-vous en train de jouer un rôle familial, par exemple. Alors qu'il y ait un lieu, le couple, où dans le face-à-face entre l'homme et la femme, chacun puisse être vraiment soi-même, ce serait véritablement le point de départ d'une nouvelle aventure entre hommes et femmes. Et cela pourra être très surprenant. Peut-être que je découvrirai que la femme que j'ai en face de moi est très heureuse d'être une mère au foyer, même si cela paraît un projet classique et stéréotypé. Dans cet espace de liberté, et je viens d'en donner un exemple, il est essentiel de pratiquer l'écoute. Une écoute vraie, c'est-à-dire faire taire ses préjugés, faire taire ses a priori, ne pas croire qu'on connaît l'autre tellement bien qu'on sait d'avance ce qu'il va dire, mais véritablement lui poser la question « dis-moi qui tu es » et accepter la version qu'il en donne. Ne jamais lui dire « mais non, tu n'es pas comme cela ». Si l'autre se décrit, par exemple, paresseux, c'est qu'il se ressent comme paresseux et nous n'avons pas le droit d'aller lui dire à sa place ce qu'il est. Une écoute vraie, une écoute respectueuse, une écoute qui accepte d'être surprise par la différence de l'autre. Une écoute, par exemple, qui, chez la fille, ne va pas se scandaliser de ce que la sexualité masculine soit fétichiste et s'accroche à un détail particulier du corps de la femme.
Dans ce dialogue, dans cette communication, sur base d'écoute, il faut aussi, je pense, adopter tous les langages, accepter tous les langages. Nous pensons tous au langage des mots, mais ce langage est parfois trop précis, ou ce langage est parfois inadéquat. Il y a dans notre vie, dans notre vécu, dans notre expérience, toutes sortes d'autres langages, les langages qu'on appelle non-verbaux. Par exemple, le langage des attitudes, s'asseoir l'un à côté de l'autre ou s'asseoir de part et d'autre de la table. Le langage du toucher, par exemple le langage de la caresse. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas trop de tous ces langages pour que l'homme et la femme, réellement, arrivent à se connaître et à progresser dans la connaissance l'un de l'autre, au-delà des idées toutes faites, et suivant leur évolution, car, bien entendu, ni l'un ni l'autre ne va rester figé dans ce qu'il était le premier jour. Comme les choses seraient plus simples aussi, si au lieu de raisonner sur les hommes et les femmes, je raisonnais sur tel homme ou telle femme, ou tout simplement si je disais « toi, tu ». Je pense, comme Saint-Exupéry, que s'aimer, ce n'est pas seulement se regarder l'un l'autre, il faut aussi se regarder l'un l'autre à l'époque de la télévision. Mais c'est aussi regarder dans la même direction. C'est s'enrichir et se connaître mieux en œuvrant ensemble, en créant des choses ensemble, en ayant ensemble un but commun. Je crois que dans un travail commun, on apprend véritablement à mieux se connaître. Il faut cela, il faut regarder ensemble dans la même direction. Mais il faut aussi oser l'intimité. Et cela, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je dis oser l'intimité. D'un côté, nous aspirons à l'intimité. Qu'est-ce d'autre que le grand désir d'aimer et d'être aimé qui est en nous, sinon le désir d'être le plus proche possible de l'autre, d'être dans son intimité, d'être pris dans le lien de l'intimité. Donc nous aspirons à cette intimité. Et en même temps, nous la redoutons. Nous la redoutons parce que quand nous nous découvrons, quand nous nous rapprochons de l'autre, quand nous nous mettons nus devant l'autre, alors aussi nous nous exposons, nous sommes vulnérables, nous pouvons souffrir. Et pourtant, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution dans les rapports entre hommes et femmes, s'ils doivent être durables, que d'être fondés dans une intimité vraie. Parce que lorsque l'on réussit l'intimité, cela veut dire que l'on n'a pas eu trop peur. Cela veut dire que l'on a eu confiance. Réussir l'intimité, c'est avoir suffisamment confiance dans le lien qui unit l'homme et la femme. Et pour l'acquisition de cette confiance, je crois qu'une meilleure connaissance de l'un par l'autre, d'un sexe par l'autre, est indispensable. Merci.